8h16, très précisément, sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, notre invité politique est Pierre-Yves Thomas, il est coordinateur départemental de Reconquête dans les Côtes-d'Armor et il est avec nous en direct. Bonjour, de la matinale. Radio Bretagne 5. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler des européennes, évidemment, ce matin, avec l'entrée en campagne de Reconquête. Reconquête qui a tenu son premier meeting de campagne dimanche à Paris. Premier meeting commun pour Éric Zemmour et Marion Maréchal. Un meeting qui marque le retour, j'allais presque dire, de Reconquête dans l'échiquier politique, en tout cas pour cette campagne des européennes, avec une Marion Maréchal très offensive contre l'islamisation de la France et de l'Europe. Est-ce que c'est le point central aujourd'hui de cette campagne et surtout de Reconquête ? Écoutez, oui, Reconquête confirme qu'il est bien présent sur l'échiquier politique avec un bel avenir qui est assuré, sachant la situation de la France, de sa société et de son environnement international. Et oui, nous avons lancé notre campagne pour les élections européennes du 9 juin. C'est dans 3 mois, c'est très très prochainement et ça s'est passé en effet à Paris. Dimanche dernier, j'y étais personnellement au Palais des Sports et le dôme de Paris était rempli, plein à craquer, je peux en témoigner puisque j'y étais. Nous avions à peu près 5000 personnes pour applaudir et acclamer nos futurs candidats à cette élection européenne. Alors, élection européenne qui se place dans un contexte particulier avec la guerre en Ukraine, avec des préoccupations très précises pour les Français. L'inflation est là aujourd'hui. On reproche parfois à Reconquête le fait d'être un peu déconnecté du terrain en parlant beaucoup d'islamisme, de sécurité et pas forcément des préoccupations des Français. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Écoutez, moi, à titre personnel, sur le département des Côtes-d'Armor, je suis extrêmement sensible et préoccupé par la situation économique, pouvoir d'achat par exemple de l'ensemble des Côtes-d'Armoricains et au-delà, et je crois que Reconquête était très très présent également et depuis le début très au fait et très préoccupé par cette situation des Français. En témoigne par exemple la présence de Marion Maréchal, d'Éric Zemmour, de Marion d'abord aux récents événements liés à l'agriculture. Marion était très très proche du monde agricole, des paysans, et nous sommes très préoccupés par cela, oui, bien sûr. Alors justement, cette crise agricole qui est survenue, on a vu les leaders des deux grands partis, alors on dit d'extrême droite, on va prendre le terme générique que sont le RN et Reconquête, aller sur les barrages, aller discuter avec les agriculteurs. Est-ce à dire aujourd'hui que l'agriculture ou les agriculteurs passent de la droite qu'on pourrait qualifier de traditionnelle à une droite plus dure, plus ferme ? Écoutez, moi je ne pense pas faire partie ou soutenir un parti d'extrême droite. Comme vous le savez, depuis ses origines, Reconquête a pour ambition de réunir le meilleur de la droite. Si je regarde du côté des Républicains, Marion Maréchal nous a rappelé dimanche dernier que de quoi est composé aujourd'hui le parti LR, les Républicains ? D'à peu près 50% de macronistes qui ne s'assument pas et de 50% de zémoristes qui ne s'assument pas. Alors je leur dis, chers amis, et j'en suis moi-même ancien membre du parti Les Républicains, l'UMP, LR, venez, rejoignez-nous, nous sommes là pour soutenir les Français, pour comprendre leurs préoccupations au quotidien. Du côté du Rassemblement National, mais je n'ai aucune aversion et l'ensemble de nos dirigeants non plus chez Reconquête, nous n'avons aucune aversion pour les électeurs du Rassemblement National, ni pour on peut dire dans l'ensemble leurs dirigeants. Simplement, nous avons besoin d'unir nos forces pour les échéances à venir, à commencer par les élections européennes. Et donc, nous pouvons très bien comprendre, même si nous avons peut-être quelques concessions à faire de part et d'autre, nous pouvons très bien comprendre que c'est l'union qui fait la force. Alors, c'est l'union des droites, finalement, qui est appelée, que Éric Zemmour appelle de ses voeux, hein, il le dit souvent. Et puis, il y a eu cette phrase, Marine Jordan, je veux vous dire que nous ne sommes pas ennemis, à lancer Marion Maréchal dimanche à l'endroit de Madame Le Pen et Monsieur Bardella. C'est une main tendue finalement ? C'est une main tendue, elle l'a déjà été, elle l'est toujours, elle le sera.
comme je vous le disais à l'instant, nous avons besoin de nous unir pour faire face à la gauche sous ses différentes déclinaisons, la gauche macronienne, la gauche socialiste, la gauche LFI, la gauche écologiste, l'ancienne gauche NUPES. Nous avons besoin à droite de nous unir pour parvenir à ces alliances qui nous permettront enfin de gagner sur le tableau national. Alors on dit que la France est à droite, hein, un récent sondage le disait, sondage que je n'ai pas vérifié, hein, je dois l'avouer à nos auditeurs. Est-ce que réellement, selon vous, selon votre ressenti, la France revient vers la droite, a besoin d'un contexte, d'une vision à long terme? Je pense que la France n'a jamais été tant que cela à gauche. Il y a des années que l'on dit que la France est plutôt à droite. Et ensuite, il y a des jeux électoraux qui font que nous avons, depuis un certain nombre d'années, des dirigeants qui sont positionnés à gauche, centre-gauche ou très à gauche. Vous savez, je n'ai toujours pas oublié que l'élection de 2017 a été volée dans une certaine mesure. Il faut bien sûr penser à l'avenir, mais elle ne s'est pas déroulée, cette élection présidentielle de 2007, comme elle l'aurait dû lorsque François Fillon était en lice. Mmh. Mais bon, disons que c'est du passé. Et je pense que oui, aujourd'hui, la France, les Français, le monde agricole, puisque nous en parlions il y a quelques instants, le monde agricole a de profondes valeurs qui sont liées à la droite. Comme par exemple ce besoin d'enracinement qui est propre au monde agricole, ce besoin de s'asseoir et de pouvoir construire sur toute une culture civilisationnelle qui est absolument défendue par la droite. Nous avons en France, nous avons en Bretagne et dans les Côtes-d'Armor des traditions que nous souhaitons défendre chez Reconquête, et ces traditions évidemment sont portées également par une grande partie de la population dans le monde rural mais également dans le monde urbain. Je le vois très bien sur le bassin briochin, dans l'agglomération, nous avons des tas de citoyens qui sont attachés à nos valeurs, à nos traditions, à notre culture, à notre savoir-faire, à notre civilisation. Et je parle de ce savoir-faire culinaire, ce savoir-faire artistique, ce savoir-faire architectural. Nous avons cette richesse en France, d'abord, en Bretagne également, et je crois que de nombreux Français y sont extrêmement attachés, et nous sommes en phase avec ces Français, et je les appelle pour les prochaines échéances, donc à commencer par le mois de juin, qui est un scrutin à un seul tour, il ne faut pas l'oublier. J'appelle ces Français à nous soutenir et à porter leur butin de vote sur le parti Reconquête qui est là pour soutenir ses traditions et ses valeurs. Alors, il y a aujourd'hui un contexte, hein, on en parlait en commençant, contexte très difficile, contexte inflationniste, contexte d'insécurité, contexte aussi avec une guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine. On a beaucoup pointé du doigt, et même Reconquête, mais même le RN aussi, d'être proche plutôt de la Russie, et pas de l'Ukraine. Est-ce que c'est réel ou pas, selon vous? Je ne voudrais pas poser une question piège à Radio Bretagne 5. Mais qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire que Reconquête est proche de la Russie? Alors je vous le demande. Moi, rien, je vous le dis tout de suite. Mais il est vrai que ce sont des questions qu'on voit souvent revenir sur les réseaux sociaux. Souvent d'ailleurs par les adversaires de Reconquête ou de Rassemblement National. Voilà, on pointe du doigt cette proximité. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne vois pas, moi, de proximité entre Reconquête et la Russie. Le conflit actuel en Ukraine, comme tous les conflits d'ailleurs, ce sont des situations dramatiques. Et moi, je ne peux que souhaiter, en mon nom et au nom de Reconquête, que les belligérants s'assoient autour d'une table et passent à la phase des négociations qui sera indispensable à moyen terme, le plus tôt possible, pourquoi pas à assez court terme. Et personnellement, je ne soutiens pas plus la Russie que l'Ukraine sur les causes, sur le débarrage du conflit. Alors aujourd'hui, oui, nous nous sentons le devoir de soutenir l'Ukraine vers la fin de ces
de ce conflit. Et je considère qu'en effet, la Russie n'aurait pas dû envahir l'Ukraine, ou du moins déclencher les hostilités. Mais pour autant, je suis contre, et nous sommes contre à Reconquête, la livraison d'armes complémentaires, pour un certain nombre de raisons, parce qu'il faut savoir bien peser ce que l'on a envie de faire et d'annoncer. Et puis encore une fois, ce soutien à l'Ukraine que je confirme, il doit être pour aller vers la table des négociations pour une paix. C'est surtout cela que nous voulons. Alors on a entendu le mot paix également par la voix du pape François, qui a reçu une fin de recevoir de la part des Ukrainiens, qui ont dit on va continuer à se battre. Et puis il y a eu les propos du président de la République, Emmanuel Macron, avec ce possible envoi de troupes au sol. Est-ce que pour vous c'est dangereux, c'est un risque d'escalade ? Je ne pense pas que ces propos du président Macron soient quelque part responsables. Il n'est pas du tout responsable d'avoir fait cette annonce d'envoi de troupes en Ukraine. D'ailleurs, on a bien vu qu'il a été clairement et durement désavoué, Monsieur Macron, il a été durement désavoué par ses homologues européens, et j'ajouterai à cela que lorsqu'on fait de telles déclarations quelque part belliqueuses, il y a un certain nombre de points à prendre en considération. Par exemple, Monsieur Macron s'est-il posé la question de savoir si, à vouloir prendre le risque d'élargir le conflit, d'autres pays n'auraient pas également envie de s'engager dans cette guerre au détriment des populations, au détriment des nations et à notre détriment à proprement parler. Donc, je considère que ces propos de M. Macron sont extrêmement graves, ils n'ont pas été proprement réfléchis et donc je les critique vertement, absolument. D'autant que Volodymyr Zelensky, qui était invité de nos confrères de BFM hier soir, a clairement dit pas besoin de troupes au sol tant que l'Ukraine tient. Eh bien, c'est sa décision et je m'en réjouis. Alors on va parler toujours et encore de l'Europe avec cette montée en puissance, alors de ce qu'on appelle les idées populistes, voilà, je ne sais pas, vous démentirez peut-être le terme, on voit l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, les Pays-Bas, la Finlande également, la Lettonie ou encore même la Suède, et dimanche c'est le Portugal qui a franchi le pas, où un parti qu'on qualifie d'extrême droite, Chega, d'André Ventura, a obtenu 18% des suffrages, devenant alors la troisième force politique du pays à 3 mois des élections européennes. Est-ce que l'Europe est en train finalement de basculer, je mets les guillemets, à l'extrême droite ? Oh, vous savez, je ne partage pas et je dénonce même ce qualificatif d'extrême droite. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. C'est trop facile de jeter l'opprobre sur un certain nombre de mouvements, que ce soit Portugal, en Italie, ou vous le voulez en Danemark, en Finlande, etc. Je crois que ces votes qui tranchent par rapport à ce qu'on a pu connaître au fil des années écoulées, ces votes récents au Portugal, par exemple, révèlent bien cette insatisfaction des électeurs, des nations, de ces populations dans ces pays respectifs, sur les orientations politiques qui ont été menées par nos dirigeants depuis quelques décennies. Mettons cela à l'échelle à la limite du demi-siècle même, depuis 40 ans, 50 ans, certes, les gouvernements ici ou là ont pu alterner à gauche, à droite, au centre-gauche, au centre-droit, et les populations voient aujourd'hui que les résultats qui en découlent sur les plans sociaux, sur les plans sociétaux, sur le plan humain, sur le plan économique, ils ne donnent plus satisfaction. Il y a même parfois une tromperie, et c'est un terme qui est fort, mais je n'hésite pas à l'utiliser, en soulignant par exemple le faux en même temps d'Emmanuel Macron qu'on n'arrive finalement plus à suivre ni à comprendre. Les populations ne comprennent plus et en effet, elles ont envie de le faire savoir et on le voit, on l'observe au travers de ces différents votes ici ou là. Alors on a le sentiment aussi, quand on parle un petit peu avec les gens sur le terrain, j'imagine que c'est aussi votre cas, que les gens finalement, l'Europe ça leur va bien, mais pas cette Europe-là. Et vous, à Reconquête, vous ne voulez pas de cette Europe-là non plus, vous voulez une Europe différente. Voyez-vous, je reprocherais, moi, à l'Europe de Bruxelles d'aujourd'hui de faire fi de la
souveraineté nationale des pays, des nations. On le voit par exemple sur le plan de l'immigration. Un certain nombre de gouvernements ont les pieds et les poings liés par les injonctions bruxelloises. Nous voyons également cela dans d'autres domaines. Vous savez très bien que au niveau national en France, les institutions parlementaires que sont le Sénat, certes, mais en premier lieu l'Assemblée nationale, les projets de loi sont bien souvent faits sous la poussée, sous l'injonction même, je dirais, des instances bruxelloises. Ces instances bruxelloises qui souvent ne sont pas élues. La Commission européenne, qui est dirigée par Madame von der Leyen, cette Commission européenne n'est pas une instance élue. Et c'est cette instance non élue qui a l'ambition, et qui la réalise, cette ambition, d'enjoindre tel ou tel État, la France particulièrement, de prendre des dispositions législatives sur la santé, sur l'économie, sur l'immigration, qui ne répondent pas aux attentes des Français. Sur l'immigration, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a beaucoup de demandes d'entrée en Europe. Aujourd'hui, on voit de ci de là des voix qui s'élèvent en pointant le fait qu'il n'y ait plus de frontières européennes ou qu'elles ne sont pas bien gérées. Est-ce qu'il faut continuer à accueillir des migrants qui viennent d'autres pays, les répartir, mieux les recevoir en Europe, ou est-ce qu'il faut avoir une politique vis-à-vis des pays d'où viennent ces migrants? Je pense clairement qu'il faut revoir cette politique de l'immigration en Europe, c'est vrai, mais à commencer par la France. Nous sommes partisans chez Reconquête d'une immigration, dans un premier temps, zéro, virtuellement zéro. Regardons dans le détail, on peut toujours aménager les choses, mais on ne peut pas continuer à accueillir sans réfléchir ces centaines de milliers, ces millions même de personnes qui proviennent de continents extérieurs en France et en Europe. Au nom de quoi le ferait-on? Voyez-vous, je vais vous donner une anecdote récente, elle date de la semaine dernière. Mes activités professionnelles m'appellent à voyager. J'étais la semaine dernière en Espagne, et d'ailleurs le reste de l'année je suis sur les 5 continents du monde, et en Espagne l'année dernière j'étais avec 7 ou 8 interlocuteurs, l'un étant du Guatemala, l'autre étant du Canada, l'autre étant du Pakistan, une dame très très gentille, un monsieur très agréable des îles Seychelles, j'avais également un monsieur du Maroc, avec des gens avec qui je me suis entendu parfaitement bien. Et spontanément, alors que nous étions dans un environnement de travail, à l'heure du café, telle personne me dit Pierre, puisque c'est mon nom, Pierre-Yves, comment pouvez-vous être aussi laxiste en matière d'immigration en France ? Comment ne pouvez-vous pas mettre en place une politique qui gère vos flux migratoires, autre que celle qui consiste à tout donner et tout offrir aux migrants qui viennent en France et en Europe, pour des conditions la plupart du temps économiques, puisque c'est cela qui les motive, mais que nous ne pouvons pas continuer d'accepter sans mettre des limites. Donc oui, je le répète, nous avons besoin d'une politique migratoire ferme en France pour commencer, en Europe également. C'est pour ça qu'il s'agit de voter en conséquence aux élections du 9 juin, et nous pouvons développer ce programme, bien évidemment. Alors il y a aussi le problème de l'islam radical. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est une préoccupation du gouvernement également. On taxe souvent, que ce soit d'ailleurs le RN ou Reconquête, d'islamophobie. Là aussi, j'ai envie d'entendre votre commentaire là-dessus. Écoutez, l'islamophobie a été mis en place et imposé dans le vocabulaire par des acteurs qui veulent promouvoir l'islam en France et en Europe. Donc, comme pour l'extrême droite tout à l'heure, l'islamophobie n'est pas un terme qui m'effraie outre mesure, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de reprendre la citation de Paul Valéry, qui est bien connue, et qui nous rappelle comme cela, c'était il y a 50 ans, cela aussi, c'était au début des années 70, qu'est-ce qu'une terre européenne, donc une terre française? C'est une terre qui a été successivement, et je reprends à peu près ces termes, c'est une terre qui a été successivement romanisée de l'époque romaine, christianisée, il y a 1500 ans, Clovis, le baptême de Clovis, c'est une terre qui a été successivement romanisée, christianisée, et qui, sur le plan de l'esprit, a été soumise à la discipline grecque.
Permettez-moi de vous poser la question. Où est l'islam ou la culture islamique qui, par ailleurs, je respecte tout à fait. Encore une fois, je vous répète que je voyage suffisamment tout au long de l'année pour avoir une ouverture d'esprit sur d'autres cultures, sur d'autres civilisations, et en particulier sur d'autres religions, comme par exemple l'islam. Je répète que je respecte cette civilisation, mais que peut-il y avoir de commun, s'il vous plaît, entre l'Europe, nos terres européennes, nos terres françaises, notre civilisation, notre culture française et l'islam? Personnellement, je n'en vois pas. On a entendu parler de combats culturels, de combats religieux aussi, de combats de civilisation. C'est un mot qui a été employé à maintes reprises par Éric Zemmour. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un combat justement civilisationnel? Je le pense absolument. Au regard de l'histoire avec un grand H, les civilisations sont nées, les civilisations ont vécu et les civilisations sont mortes. Nous avons aujourd'hui une civilisation occidentale qui n'est pas parfaite. Elle a ses défauts, elle a également ses qualités, ses grandes qualités. La civilisation européenne est extrêmement riche en matière musicale, en matière littéraire, en matière architecturale, en matière culinaire, localement, en Bretagne, chez nous, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Et effectivement, il y a un risque aujourd'hui, il y a ce risque avec l'immigration massive et incontrôlée, qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, encourage, il ne faut pas se leurrer. Il y a un risque d'envahissement civilisationnel par des peuples venus d'ailleurs et que nous ne souhaitons pas avoir à nous imposer par la force du nombre. Quand je dis par la force du nombre, par la démographie, par exemple, que nous ne souhaitons pas avoir imposé en France et chez nous. Alors, il y a ce combat que vous portez à Reconquête, et puis il y a l'Europe. Alors souvent on a précisé de ci de là que Reconquête ou le RN étaient des partis qui n'étaient pas spécialement pro-européens. On a entendu quand même dimanche chez Reconquête, lors de ce meeting, un discours quand même plutôt pro-européen. Je crois que Reconquête est en faveur de l'Europe, mais pas de n'importe quelle Europe. Pas d'une Europe fédérale ou fédéraliste, plutôt une Europe des nations, une Europe des pays, une Europe des États, une Europe qui considère la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, le Benelux et les autres pays de l'Europe comme des nations à part entière qui respectent leur souveraineté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais sur la base d'une Europe des souverainetés nationales, on peut évidemment construire des projets, des beaux projets, comme il y en a déjà eu par le passé, dans le domaine spatial, dans le domaine aérien. Je pense à Airbus, je pense à Ariane Espace. Il y a aujourd'hui d'immenses défis technologiques, comme l'intelligence artificielle, comme les nanotechnologies, des tas de sujets sur lesquels nous pouvons nous allier en Europe, avec beaucoup d'enthousiasme, avec l'Allemagne encore une fois, avec les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède, sur des projets qui respectent les nations et qui nous préparent d'ailleurs aux défis à venir. Et quand je parle des défis, ce sont des défis mondiaux, des défis économiques, des défis géostratégiques. On le voit aujourd'hui. Nous avons besoin d'une Europe forte et pas d'une Europe qui nous détruit. Nous avons aujourd'hui une Europe qui nous détruit, qui détruit notre civilisation, qui vise également à détruire notre agriculture, qui peut détruire également notre pêche. On n'a pas parlé de la pêche encore, peut-être que nous y viendrons. La pêche, et nous sommes très concernés dans les Côtes-d'Armor, la pêche est confrontée à d'immenses défis dont beaucoup de gens se fichent, se moquent aujourd'hui. Je considère qu'on ne parle pas suffisamment de la pêche. Nous avons besoin d'une Europe qui défende nos métiers, qui défende nos valeurs, qui défende notre économie dans tous les domaines, avant cette destruction civilisationnelle qui est imposée par l'Europe et ses vassaux, comme par exemple Emmanuel Macron, encore une fois.
Alors Pierre-Yves Thomas, il nous reste 4 petites minutes, ça va être très rapide pour balayer. Vous avez ouvert vers cette mondialisation, ce côté géostratégique où l'Europe va devoir se situer, va devoir avoir un dessin. Alors dessin EIN évidemment. Aujourd'hui, au niveau géostratégique, on voit beaucoup de grandes manœuvres, si vous me permettez le terme. On voit la Chine qui a une politique très expansionniste en Afrique en particulier, hein, dans les pays africains, qui était quelque part un peu la chasse gardée de quelques pays européens, dont la France. Et puis, on voit aussi des changements possibles aux États-Unis avec le retour de Donald Trump qui fait très peur là-bas. Ah bon, il fait très peur là-bas ou il fait très peur ici? Dans les deux endroits peut-être. Alors justement, ce retour de Donald Trump, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Écoutez, je crois que les États-Unis sont une nation qui est autonome, indépendante. Moi, je suis observateur de qui peut se produire aux États-Unis. Il se dit en effet qu'il y a une certaine probabilité que Donald Trump reviennent aux affaires. Personnellement, si Donald Trump est élu, je le respecterai. Il aura certainement une politique internationale et donc géostratégique qui sera différente de celle qu'on observe actuellement avec les démocrates. Donc les démocrates américains, avec Joe Biden, correspond à peu près à cette gauche ou ce centre-gauche européen que nous observons par exemple en France avec La République en marche ou Renaissance, Macron. Et donc, moi, je laisse les Américains se préparer à cette campagne électorale. Il faut tout de même être conscient qu'effectivement, il peut y avoir des changements géostratégiques. On peut même aller vers un certain isolationnisme international, non seulement des États-Unis, mais également d'autres gros blocs géostratégiques, peut-être la Chine. On voit déjà que la Russie, suite au conflit ukrainien, est en train de se tourner ou se tourne vers d'autres pays. Et cela me fait sourire doucement lorsque je me souviens des propos du ministre Le Maire, Bruno Le Maire, qui disait que nous allions mettre la Russie à genoux. Pensez-vous, c'est chez nous qu'un certain nombre de difficultés sont apparues avec le prix, par exemple, de l'énergie. Quant à la Russie, elle n'a pas eu besoin de nous pour se tourner vers d'autres partenaires, ce qui est peut-être dommage à certains égards. Alors, changement géostratégique et puis aussi des changements sociétaux. Alors, il y en aurait eu beaucoup à balayer, mais là, il nous reste les 2 petites minutes. On a vu cette expression du président de la République autour du projet de loi sur l'aide à mourir, donc projet sociétal pour la France. Vous parlez de l'euthanasie? Alors voilà, donc c'est le terme qui a été employé, effectivement, qui fait très polémique, puisque Emmanuel Macron l'a annoncé dimanche, et a un peu surpris tout le monde sur ce projet de loi qui est appelé par certains, qui est dénoncé par d'autres. On a entendu beaucoup de voix s'élever, en particulier autour de la fin de vie et de l'accompagnement des malades en fin de vie. Est-ce que pour vous, là aussi, il aurait fallu un grand débat national? Alors déjà, je pense que pour commencer, cette question de l'euthanasie n'était pas une priorité. Je dénonce même le cynisme du gouvernement, très probablement ce cynisme qui consiste à placer ce projet de loi à quelques semaines des échéances européennes où j'invite chacun à voter le 9 juin. En effet, ce n'était pas le moment, parce que c'est un sujet qui est infiniment complexe. Une commission s'est déroulée, quasiment en vase clos, avec un agenda qui a été imposé, une bibliographie interne qui a été imposée, le monde soignant qui a été négligé, des philosophes qui ont certes été invités, mais tous du même avis en faveur de l'euthanasie. C'est donc là aussi, je trouve, une imposture sur ce nouveau volet sociétal, dans cette frénésie sociétale qui a pris Emmanuel Macron. Et effectivement, je m'insurge contre ces procédés, car encore une fois, il aurait fallu penser aux Français, à leurs difficultés, et notamment aux soins palliatifs qu'il convient de développer, qui sont insuffisamment développés en France, avant de parler d'euthanasie. Il va être plus facile en France de trouver un médecin pour mourir, pour administrer la mort. Il va être plus facile de trouver un médecin pour administrer la mort bientôt que pour arriver à se soigner, puisqu'on en est aujourd'hui à mourir dans les couloirs des urgences hospitalières.
Et c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter, Pierre-Yves Thomas. Juste un dernier petit mot. Il nous reste quelques secondes aux européennes. Reconquête doit dépasser 5% pour envoyer des élus au Parlement européen. Vous y croyez? Bien entendu, nous y croyons parce que les Français le veulent, tout simplement. Donc, il s'agit de ne pas se tromper sur ce scrutin. À un tour pour le 9 juin, Reconquête sera présent et saura vous défendre. Eh bien, le message est passé. Merci Pierre-Yves Thomas, coordinateur départemental de Reconquête dans les Côtes-d'Armor. Vous étiez avec nous ce matin en direct. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.